par une soirée légendaire à Paris en 1989, sous les lumières éclatantes et le crépitement incessant des appareils photo, une femme élancée, à la démarche gracieuse et au sourire qui semblait connaître les secrets de toute la salle, fit son entrée sur le podium Chanel. C'était Inès de la Fressange, muse de Karl Lagerfeld, incarnation vivante du chic à la française. Mais au moment où le monde pensait qu'elle resterait à jamais au sommet, cette top modèle fit un choix qui allait briser tous les pronostics. Elle refusa de se plier au code strict de la haute couture, préférant préserver sa liberté et sa personnalité, une attitude presque impensable dans l'univers de la mode des années 80. Née dans une famille de l'aristocratie française, elle aurait pu suivre un chemin tracé d'avance, mais elle choisit celui, bien plus incertain, de mannequin professionnel, un choix jugé inapproprié pour son rang. On disait d'elle qu'elle était trop élégante pour être mannequin, et pourtant, c'est précisément cette élégance qui redéfinit la notion de beauté sur les podiums. Puis, au sommet de sa gloire, elle disparut soudainement des défilés Chanel, sans préavis, sans explication. Le public s'interrogeait, la presse spéculait, et Inès, elle, se contentait de sourire, comme si elle détenait un secret que le monde n'était pas encore prêt à entendre. Gassin, petit village pittoresque perché sur une colline dominant la Méditerranée, est le lieu où Inès de la Fressange voit le jour durant l'été 1957. Les ruelles pavées, le parfum de lavande porté par le vent, et la lumière dorée se posant sur les vignes faisaient partie de son décor quotidien. Mais derrière cette carte postale provençale se cachait un univers régi par les codes rigides de l'aristocratie française, un monde où chaque mot, chaque geste se devait de préserver l'honneur familial. Son père, un aristocrate français et courtier en bourse, et sa mère, une Italienne à la beauté classique, lui offrirent une éducation stricte. Les dîners de famille étaient rythmés par des discussions sur la politique, l'art et l'histoire, jamais sur la mode, encore moins sur le métier de mannequin. Dès l'enfance, Inès perçut la frontière invisible séparant l'univers qu'elle connaissait de celui qu'elle observait de loin, un monde où la liberté et l'expression personnelle passaient aussi par les vêtements, la coiffure et un simple sourire. Plus jeune, elle se distinguait déjà de ses frères et sœurs. D'une taille exceptionnellement grande pour son âge, avec de longues jambes et une silhouette fine, elle attirait parfois les moqueries de ses camarades. Mais au lieu de se cacher, elle apprit à transformer cette particularité en atout. Dans son pensionnat, alors que les autres filles choisissaient des robes de bal volumineuses, elle optait pour des tailleurs sobres, inspirées du vestiaire masculin, non pas pour provoquer, mais parce qu'elle s'y sentait elle-même. Depuis ses premières années, elle aimait observer les gens. Lors de voyages à Paris avec sa mère, elle s'arrêtait souvent sur l'avenue Montaigne, admirant ces femmes élégantes entrant chez Dior ou Chanel. Tandis que ses amies rêvaient de devenir actrices ou chanteuses, Inès, elle, rêvait de faire partie de ce monde, pas comme cliente, mais comme visage d'une maison prestigieuse, peut être même une top modèle reconnue dans le monde entier. Cette différence fit qu'elle se sentit parfois en décalage. Aux yeux de sa famille, la mode restait un loisir, jamais une carrière. Une demoiselle ne devient pas mannequin, lui lança un jour une tante lors d'un dîner mondain. Cette remarque, censée la dissuader, planta au contraire une graine de rébellion dans son esprit. Elle commença à croire que, parfois, rompre avec les règles était la seule façon de se trouver soi-même. À l'adolescence, Inès menait une double vie, élève sérieuse respectant les horaires stricts de l'école, mais aussi jeune fille qui, en secret, découpait les photos de mannequins dans Vogue pour les glisser dans une boîte en bois sous son lit. Elle ignorait comment ou quand elle entrerait dans ce monde, mais elle savait qu'un jour, elle le ferait. Et lorsque l'opportunité se présenta, elle bouleversa à jamais le cours de son existence. En 1974,
Paris vivait l'une de ses périodes les plus flamboyantes dans l'histoire de la mode. Les pages de Elle et de Vogue étaient peuplées de mannequins aux cheveux longs et aux sourires assurés, défilant pour Yves Saint Laurent, Givenchy ou Pierre Cardin. Inès, alors âgée de 17 ans, étudiait dans un pensionnat parisien. Un après-midi, alors qu'elle marchait rue Saint-Honoré avec une amie, un regard attentif se posa sur elle. Une femme élégante, issue d'une agence en pleine ascension, s'arrêta net. Ses yeux allèrent des longues jambes d'Inès à son sourire lumineux. « Vous avez les jambes d'un top modèle et un sourire que l'on n'oublie pas », dit-elle. Inès rit, pensant à un compliment passager. Mais la carte de visite tendue était bien réelle. Invitation à une séance d'essai la semaine suivante. Pour Inès, c'était une porte grande ouverte vers un rêve secret. Mais à la maison, la nouvelle eut un accueil glacial. Son père, jetant un œil à la carte, déclara d'un ton ferme « Être mannequin n'est pas un métier. Tu es né pour accomplir autre chose. » Sa mère resta silencieuse, comme si elle voulait protéger sa fille d'un univers plein de tentations et de pièges. Les jours suivants furent un mélange d'excitation et de doute. La veille de la séance, Inès ne trouva pas le sommeil. Elle imaginait la lumière des projecteurs, le bruit sec des appareils photos, et se demandait si elle saurait affronter cet objectif braqué sur elle. Le lendemain matin, elle se rendit à l'adresse indiquée, un immeuble ancien mais élégant, à 2 pas de la place Vendôme. Derrière la porte, un studio d'un blanc éclatant, l'odeur de la poudre et une musique jazz légère. Le photographe lui demanda simplement de se tenir debout, de ne pas poser de façon artificielle, de sourire et de regarder l'objectif. Quelques clichés suffirent pour qu'il lâche un « parfait » enthousiaste. Puis il lui tendit un dossier, une proposition de contrat. Moins d'1 mois plus tard, Inès apparaissait dans les pages d'un magazine de mode français, pas en couverture, mais dans un éditorial automne-hiver. Pourtant, ce petit pas marquait un début irréversible. Quand le magazine arriva à la maison, son père le feuilleta, lut la légende sous la photo et reposa la revue sans commentaire. Mais quelques jours plus tard, Inès apprit par sa mère qu'il avait fièrement déclaré à un ami « Ma fille est dans Vogue ». Ce moment fut une révélation. Même si le chemin serait semé d'embûches, elle avait fait le premier pas et ne comptait plus reculer. À la fin des années 1970, le monde de la mode parisienne connaissait une mutation. Les podiums voyaient émerger des visages plus naturels, moins chargés en maquillage, des mannequins dont la beauté semblait innée. Avec son 1,80 m, ses cheveux bruns coupés courts, ses yeux pétillants et son sourire franc, Inès de la Fressange incarnait parfaitement cette nouvelle génération. Le tournant décisif survint en 1983. Karl Lagerfeld, tout juste nommé directeur artistique de Chanel, cherchait une image forte pour représenter la maison. Il voulait une femme à la fois élégante et moderne, capable d'insuffler un esprit nouveau à l'héritage de Coco Chanel. En feuilletant un magazine, il tomba sur une photo d'Inès et déclara « Elle est la Chanel de notre époque ». Quelques mois plus tard, Inès signait un contrat d'exclusivité, rare privilège, avec Chanel. Elle ne se contentait pas d'être un mannequin qui porte des vêtements. Sur les podiums, elle devenait un personnage, racontant l'histoire de chaque collection. Sa démarche, droite et fluide, accompagnée d'un sourire espiègle, donnait l'impression au public d'assister à une scène de film français plutôt qu'à un simple défilé. Très vite, la presse l'adopta comme la Parisienne, l'incarnation du chic parisien, simplicité raffinée, allure assurée, charme naturel. L'une des images les plus iconiques de cette époque reste celle où elle descend majestueusement le grand escalier du Grand Palais, vêtue d'une veste en tweed et tenant un sac Chanel 2,55. Si Chanel resta son port d'attache, Inès collabora aussi avec d'autres grandes maisons, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix. Pourtant,
Elle restait indissociable de Karl Lagerfeld, avec qui elle partageait bien plus qu'une relation professionnelle. Karl l'invitait régulièrement à dîner, à discuter d'art, d'architecture, voire de politique. Il disait d'elle « Inès n'a pas besoin de se forcer pour être élégante. Elle est l'élégance. » Haïu. Les défilés Chanel de cette époque étaient de véritables événements culturels. Les premiers rangs rassemblaient stars et personnalités influentes. Et lorsque la top modèle Inès apparaissait, les flashs crépitaient avant même qu'elle n'atteigne le bout du podium. Pourtant, au sommet de cette gloire, une décision inattendue allait mettre fin à ce partenariat légendaire et créer l'une des ruptures les plus célèbres de l'histoire de la mode. En 1989, alors que le nom d'Inès de la Fressange était indissociable de Chanel et de Karl Lagerfeld, une proposition inattendue lui parvint. Devenir le visage officiel de Marianne, symbole de la République française. Jamais auparavant une top modèle n'avait occupé cette place réservée à des personnalités politiques ou culturelles reconnues. Inès accepta, voyant là un honneur et une occasion de rapprocher le monde de la mode de celui de la vie publique. Mais cette décision déclencha une tempête. Karl Lagerfeld, farouchement opposé, estimait que Chanel, maison de luxe apolitique, ne devait pas associer son image à un symbole d'État. Le désaccord fut si profond qu'il mit fin au contrat exclusif qui les liait depuis des années. La rupture fit grand bruit. Certains y virent une erreur stratégique, qui, à l'époque, osait tourner le dos à Karl Lagerfeld. Mais Inès ne regretta jamais son choix. « Je préfère rester fidèle à moi-même que de conserver une place en me taisant », confia-t-elle dans une interview. Après Chanel, elle reçut des propositions alléchantes de maisons concurrentes et des contrats publicitaires valant des millions de francs. Pourtant, elle déclina les projets qui ne correspondaient pas à ses valeurs ou à sa vision créative. Plusieurs marques tentèrent de la convaincre de changer d'apparence, teindre ses cheveux en blond, gonfler ses lèvres, pour coller aux nouvelles tendances des années 90. Sa réponse fut invariable, non. Inès prit alors un chemin plus indépendant. Elle lança sa propre griffe, signée de son nom, tout en collaborant avec d'autres maisons de manière ponctuelle, mais en conservant le contrôle de son image. Lors d'une conférence de presse, elle déclara « Je ne veux pas être l'icône d'une saison. Je veux être la femme dans laquelle les autres femmes peuvent se reconnaître. » Ce positionnement fit d'elle bien plus qu'un mannequin célèbre. Elle devint une figure de caractère, un symbole d'intégrité dans un milieu où il est souvent plus facile de céder que de résister. En assumant ses choix, parfois au prix de sa carrière, elle inscrivit son nom dans l'histoire, non seulement comme top modèle, mais comme femme libre. Après avoir quitté Chanel, Inès de la Fressange entra dans une période à la fois libre et semée d'embûches. Sa marque éponyme suscita d'abord beaucoup d'attentes. Mais si l'image d'une top modèle pouvait séduire la presse et le public, la gestion quotidienne d'une maison de mode était une toute autre affaire. Les investisseurs exigeaient des changements pour augmenter les ventes, et ces pressions finirent par créer des tensions insurmontables. En 1999, après de longues disputes juridiques, Inès perdit le contrôle de la marque qui portait son nom. Perdre son nom sur un papier, c'est comme perdre une partie de soi, confia-t-elle plus tard. Sur le plan personnel, elle semblait avoir trouvé un équilibre en épousant Luigi D'Urso, un homme d'affaires italien dans le milieu de l'art, avec qui elle eut 2 filles. Mais en 2006, Luigi mourut subitement d'un arrêt cardiaque. Ce drame plongea Inès dans un profond retrait médiatique. Elle refusa la plupart des invitations, préférant se consacrer à ses enfants et à sa vie privée. Les médias commencèrent à s'interroger. Inès a-t-elle quitté la mode ? Certains pensaient qu'elle était lassée du rythme effréné des podiums, d'autres jugeaient qu'elle n'avait plus sa place dans un monde désormais dominé par les nouvelles icônes comme Gisele Bündchen ou Kate Moss. Pourtant,
Dans l'ombre, Inès n'abandonna jamais totalement. Elle participa à quelques projets ponctuels, écrivit un livre sur l'art de vivre à la française et conserva soigneusement son image. Aucun scandale, aucune provocation gratuite, seulement une élégance discrète. Je ne disparais pas, je choisis simplement d'avancer plus lentement pour savoir où je vais, expliqua-t-elle. En 2009, elle fit un retour remarqué sur le podium de Jean-Paul Gaultier. Devant un public debout, elle défila à 50, et un an avec le même sourire éclatant, la même allure assurée. Ce moment fut plus qu'un simple défilé, c'était une déclaration. Preuve vivante qu'un mannequin peut rester iconique, bien au-delà des critères d'âge imposés par l'industrie. Et qu'une top modèle, quand elle possède un vrai style, ne perd jamais son éclat. Aujourd'hui, passée la soixantaine, Inès de la Fressange conserve une allure que bien des jeunes femmes envient. Cheveux argentés assumés, posture droite, sourire chaleureux et regard empreint de confiance. Elle n'est pas seulement un mannequin légendaire, mais la preuve vivante qu'élégance et style transcendent l'âge, les tendances et les normes imposées. Son héritage dans la mode est unique. Elle a démontré que la véritable élégance ne réside pas dans l'ostentation, mais dans la fidélité à soi-même. Elle a ouvert la voie à d'autres femmes issues de milieux éloignés de la mode, prouvant qu'une aristocrate pouvait devenir top modèle et qu'une femme mûre pouvait encore illuminer un podium. En incarnant la Parisienne moderne, libre, intelligente, gracieuse, elle a inspiré des générations entières de mannequins. Des figures comme Laetitia Casta ou Camille Hirault reconnaissent que son parcours a élargi leurs horizons. Au fond, la question n'est peu, être pas de savoir si l'on se souvient encore d'Inès de la Fressange. La vraie interrogation est, si elle commençait aujourd'hui, dans un monde dominé par les réseaux sociaux et des standards de beauté filtrés, parviendrait-elle à préserver cette liberté absolue qui a façonné sa légende ?